Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Voici les titres de l'actualité. Les centres de santé pourront bénéficier bientôt du coton hydrophile chirurgical fabriqué au Burkina grâce à une entreprise qui a décidé de transformer sur place l'or blanc produit dans nos contrées. Le ministre du Commerce a visité hier cette entreprise. 22 candidats à la présidentielle somalienne sont départagés par les députés somaliens obligés de se réunir à l'aéroport de Mogadiscio, seul lieu sécurisé inaccessible aux islamistes Shebab. Du coton hydrophile chirurgical fabriqué au Burkina, bientôt disponible dans les centres de santé. Il est fabriqué par la Sofacob entreprise, visitée hier par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Stéphane Sanou a ainsi vu le processus de fabrication et pu encourager l'entreprise pour cette initiative de transformer le coton burkinabé. Reportage Amadou Iliboudo, Zalissa Sanfo. Consommons burkinabé. La démarche est en marche, ici dans cette entreprise de transformation du coton burkinabé en coton hydrophile chirurgical. Depuis 6 mois déjà, on ambitionne ici de faire rompre le Burkina Faso avec ses vieilles habitudes. Celle d'importer le coton destiné aux centres de santé des pays d'Europe et souvent même d'Asie. Durant mes stages, pendant ma formation, on a vraiment beaucoup travaillé avec le coton, à l'hôpital, dans les cliniques. Et quand j'ai commencé à exercer, j'ai voulu savoir en fait d'où vient le coton qu'on utilise au Burkina. J'ai fait une enquête, je me suis rendu compte que tout le coton qui rentre au Burkina vient de la Chine ou bien de l'Inde ou bien de la France. Une initiative qui séduit le ministre en charge du commerce, qui est ici pour constater et encourager les initiateurs. Nous sommes premiers producteurs d'Afrique, alors qu'on ne transforme même pas du tout le 10e. Voilà, elle rentre dans la chaîne. Nous sommes donc contents. Et puis un produit qu'on ne fabrique pas, on trouve ça sur le marché ici grâce à elle. Et à entendre les promoteurs, ce coton hydrophile chirurgical réunit toutes les normes requises pour être vendu ici et partout ailleurs. Nous avons fait les différents tests de confirmation avec le laboratoire national. Il est sorti que le coton il respecte les normes. C'est compétitif. Produire et consommer burkinabé. C'est inscrit en lettres d'or dans le plan national de développement économique et social PNDS. Et pour la responsable de cette entreprise, c'est la part contributive de sa société pour la réussite de ce volet du PNDS. La période chaude se profile à l'horizon. Elle est souvent accompagnée d'épidémies, celle de la méningite principalement. Le Burkina se prépare à y faire face à travers une campagne préventive. Et pour que tous les acteurs soient au même niveau de connaissance de l'utilisation des nouveaux vaccins, une rencontre se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Salif Belem, Maxime Zongo, reportage. Mieux vaut prévenir que guérir et les autorités sanitaires qui entendent anticiper en cette période de méningite ont choisi de former les principaux acteurs. L'enjeu de la concertation de Ouagadougou, l'introduction du vaccin contre la méningite de type A. Il s'agit pour le gouvernement d'introduire ce vaccin dans la routine. Ça veut dire que maintenant les enfants peuvent avoir ce vaccin-là comme les autres vaccins à leur naissance, mais ça sera à partir du 15e mois que ce vaccin particulièrement sera administré aux enfants. Et les enfants qui ne l'ont pas eu au 15e mois, ils pourront l'avoir jusqu'au 18e mois. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons rassemblé les directeurs régionaux de la santé, les responsables du programme élargi de vaccination au niveau des régions pour les parler, donner les orientations pour cette introduction dans le paquet des vaccins administrés aux enfants au Burkina Faso. Après une campagne nationale en 2010 suivie d'une séance de rattrapage en novembre dernier, l'objectif maintenant est de s'appesantir sur une campagne de routine. Les principaux mécanismes et les facteurs de risque seront donc au centre des échanges.
Les populations de la Tapoua ont manifesté lundi dernier à Diapaga pour exprimer leur mécontentement. L'état impraticable de la route Kantchari-Diapaga, frontière du Bénin, est à l'origine de ce mécontentement. À travers la marche de lundi, les manifestants ont voulu exiger la réalisation d'une route plus praticable. Les précisions à Fada, Alassane Kendrebiogo, Mahamadi Ouedraogo. Diapaga, le chef-lieu de la province de la Tapoua, a l'allure d'une ville morte en cette journée du lundi 6 février 2017. Pour cause, des fonctionnaires tout comme des acteurs du secteur informel de cette province ont abandonné leur service pour une marche d'interpellation. Ils réclament la réhabilitation de la route nationale numéro 4 dans son tronçon Koupela-Fadangourma, frontière du Niger, et le bitumage de la route Kantchari-Diapaga, frontière du Bénin. L'état des routes de la Tapoua est très défectueux. C'est fortement dégradé, il n'y a pas d'entretien, l'économie, la santé, voilà, tout en pâtit. Malgré la promesse du gouvernement pour le démarrage des travaux d'aménagement de ces routes, les manifestants disent être impatients. Moi, je parle en tant que victime de cette route. Je suis assis avec un pied fracassé à 3 endroits. Mais il y a des victimes ici qui ne peuvent pas venir parler aujourd'hui. Je pense à nos femmes qui ont été évacuées, que dont l'ambulance n'a pas pu sauver à temps. On a entendu des promesses que des gens allaient venir sur le goudron ici. Ils ne sont pas venus. Même la sortie dernièrement du ministre des Infrastructures, ça ne nous convainc pas. Pour nous, c'est une manière un peu de divertir la population. Tant qu'il n'y a pas une action, et si d'ici la campagne hivernale commence, c'est la population totale qui sera vraiment dans une situation très dangereuse. Voilà, parce que les évacuations sanitaires, les transporteurs, les commerçants ne pourront pas vraiment faire les activités comme cela se convient. Le haut commissaire de la province de la Tapoua, qui a reçu les marcheurs du jour, promet de transmettre leurs doléances à qui de droit. L'agro-business, encouragé il y a quelques années de cela par l'État, a permis à des opérateurs économiques, hommes d'affaires et hauts fonctionnaires de l'État de se lancer dans l'agriculture. Des dizaines d'hectares ont été rachetés souvent à vil prix à des propriétaires terriens, des terrains acquis mais inexploités, comme a pu le constater notre équipe de reportage. Adama Ouedraogo, Drissa Traoré, Amadou Lougué, Aboubou Lasso. 52 hectares ici, inexploités. 13 hectares là, ou encore 45 hectares. 3 domaines différents vendus par 3 familles distinctes à des entrepreneurs agricoles. Dans le village de Kwakwale, la vente des terres cultivables aux riches a gagné toutes les familles. C'est mon grand frère qui a vendu ce terrain. L'acheteur ne l'exploite pas et nous aussi, nous ne pouvons plus le récupérer. C'est mon petit frère qui a vendu ce terrain. Le nouvel acquéreur ne nous donne même pas le droit de venir prélever du bois là, ni de louer une portion pour cultiver. Au départ, toute la famille était consentante. Nous avons vendu l'hectare à 40 000 francs CFA. Les 45 hectares n'ont pas dépassé tellement 1,5 million de francs CFA. Mais aujourd'hui, l'hectare se vend à 300 000 francs CFA. Bienvenue à Bama, à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Bama est réputé pour ses plaines rizicoles, mais la commune n'est pas à l'abri de la spéculation foncière. Toujours on sensibilise, mais il suffit d'interdire un peu la vente et vous confrontez à un problème vraiment un peu j'allais dire un peu difficile. Parce que je m'attends, je veux le vendre et le maire s'oppose. Le maire n'a pas de terre. Sur quoi les acheteurs font-ils leurs arguments pour parvenir à leur fin et se faire concéder des dizaines d'hectares acquis le plus souvent à moindre coût? La notoriété des personnages et les promesses faites aux paysans semblent prendre le dessus dans ce business des terres. Il avait promis d'arranger notre route parce que c'est quelqu'un qui a les moyens. Il nous avait même promis une mosquée, mais il n'a rien fait. C'était Richard. Il a dit qu'une fois le terrain obtenu, il dotera le village d'un forage et bien d'autres choses. Finalement, c'est dans son propre champ qu'il a réalisé le forage. Dans la forme, la politique d'agro-business préconisée par l'État n'est pas mauvaise. Mais dans la pratique, elle est en partie responsable de la spéculation foncière à laquelle nous assistons présentement dans les zones rurales. Vous savez, c'est un couteau à double tranchant. Le rôle de l'État aussi, c'est d'assurer la sécurité alimentaire de la population. C'est vrai, les petits producteurs contribuent beaucoup à cette sécurité alimentaire. Mais il faudrait qu'on tente d'aller au-delà. C'est pour ça qu'on a trouvé d'autres types de producteurs. Ce sont les entrepreneurs agricoles.
ce n'est pas les producteurs de dimanche qui vont faire l'avancée de l'agriculture. C'est les vrais agriculteurs. Ce n'est pas chaque dimanche que tu viens vous regarder ton exploitation et tu retournes à Bobo ou bien à Ouaga qu'on va changer l'agriculture. Il faut vraiment des vrais acteurs. C'est comme ça que je vois la chose. Et il faut accompagner les vrais acteurs et non pas les producteurs de dimanche. Dans certains villages, comme ici à Guéna dans le Kénédougou, les populations locales tirent la sonnette d'alarme par rapport à la vente sauvage des terres. À travers un communiqué diffusé sur les ondes des radios locales, l'Association pour le développement économique et social de Guéna interdit toute forme illicite de vente de terres dans ce village et met surtout en garde les éventuels acheteurs. Mais si vous voyez, le communiqué dit, s'ils achètent, qu'ils soient sûrs qu'en tout cas, ils auront des problèmes pour s'octroyer un titre de propriété parce que le plus souvent, les membres de la famille ne sont pas tous d'accord. Les démarches innovantes de Guéna vont peut-être faire tache d'huile et contribuer à freiner un peu la spéculation incontrôlée des terres au Burkina Faso. Si l'on y prend garde, c'est une véritable bombe à retardement qui pourra un jour exploser et nul ne peut prédire ses conséquences. Les parlementaires somaliens, 275 députés et 112 sénateurs, désignent depuis ce matin le nouveau président du pays. 22 candidats sont sur les rangs pour diriger ce pays de la Corne de l'Afrique à la situation chaotique et gagner par de nombreuses années de violence. C'est à cause des Chebabs somaliens que le scrutin se tient du reste dans l'enceinte de l'aéroport de Mogadiscio. C'est ce mercredi que les parlementaires somaliens désignent le nouveau président du pays. Après plusieurs reports, le calendrier électoral s'est finalement stabilisé, permettant aux 275 députés et 72 sénateurs élus fin 2016 de pouvoir descendre aux urnes. Une élection à plusieurs enjeux. Les populations ne cachent pas leurs attentes et espèrent le changement dans le pays le plus corrompu au monde, selon le classement 2016 de Transparency International. De mon point de vue, je pense que nous avons besoin de changement parce que le pays est dans une mauvaise situation depuis 4 ans. Que ce soit sur l'aspect sécuritaire ou économique. Nous ne voulons plus de l'actuel président, déclare cet habitant de Mogadiscio. Le nouveau président devra donner la priorité à l'armée nationale, aux forces de sécurité. Ces priorités devraient être de renforcer et d'améliorer les forces du pays parce que les forces armées étrangères ne peuvent rien faire. Je suggère de diminuer le budget des parlementaires et d'augmenter celui des forces armées. Nous sommes des citoyens et nous devons travailler par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de salaire pour eux, déclare cette autre habitante. Depuis mercredi, la sécurité a été renforcée dans la capitale Mogadiscio, les autorités souhaitant éviter une nouvelle attaque islamiste Chebab. Au départ 24, ce sont finalement 22 candidats dont l'actuel président Hassan Sheikh Mahmoud qui sont en lice pour cette élection qui devait au préalable se tenir en août 2016. Donald Trump, toujours empêtré dans sa bataille juridique de son fameux décret anti-immigration, a aussi du souci à se faire pour compléter son équipe. Ainsi, sa ministre de l'Éducation, Betsy DeVos, a eu toutes les peines du monde à être confirmée par le Sénat. Il a fallu la voix du vice-président américain pour que Betsy DeVos devienne ministre. Incompétente ou réformiste? Les avis divergent sur la nouvelle ministre de l'Éducation de Donald Trump. La très controversée Betsy DeVos a été confirmée dans son poste grâce au vote de Mike Pence. Le vice-président des États-Unis a fait pencher la balance de justesse. La Constitution accepte son vote en cas d'égalité, ce qui était le cas avec 50 voix pour et 50 voix contre. Au Sénat, cette confirmation a provoqué des remous. Le rejet d'une nomination à laquelle elle a échappé, ça arrive très rarement. La dernière fois, c'était en 1989. La milliardaire et son mari sont très influents dans le Michigan, un État laboratoire pour la création de charter schools, ces écoles privées financées en partie par des fonds publics. Betsy DeVos soutient ce mouvement, à l'opposé de l'école pour tous. Elle soutient également le mouvement pour l'éducation à domicile, préféré à l'éducation laïque par de nombreux conservateurs chrétiens. De quoi faire frémir ses détracteurs. Un mouvement national de contestation a grandi dans le pays ces dernières semaines, inondant les sénateurs de courriers et coups de téléphone.
La énième mutinerie en Côte d'Ivoire est commentée aujourd'hui par les journaux. Il s'intéresse aussi au bilan de l'an 1 de Roch Christian Kaboré, bilan dressé hier par le CFOP. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Un de l'avènement de Roch au pouvoir, une année perdue et gâchée pour le Burkina Faso, martèle le chef de file de l'opposition politique au cours d'une conférence de presse que nous rapporte le pays. L'espoir du changement s'éloigne, ajoute-t-il dans les colonnes de Notre Temps, qui souligne d'ailleurs les mots que le CFOP reproche au pouvoir actuel. Une gouvernance politique chaotique, incapacité à terroriser les terroristes et que dire de la relance économique qui se fait toujours attendre. Un premier ministre par défaut, relève-t-il dans le quotidien. Bref, tous les signaux sont au rouge un an après, dixit dans Aujourd'hui au Faso. À ceux qui s'émeuvent du sort du pouvoir en place en demandant une certaine clémence, Zéphirin Diabré réplique dans l'Observateur Palga, je cite, « Notre rôle n'est pas de trouver des circonstances atténuantes à cette gestion du pouvoir, mais, poursuit-il dans Sidoya, de faire un constat et de porter la critique afin que ceux qui sont en face puissent s'améliorer. » Et de préciser toujours dans le journal de tous les Burkinabés que s'ils étaient à leur place, ils auraient fait nettement mieux. Nouvelle mutinerie en Côte d'Ivoire, force spéciale réclame prime spéciale, nous informe l'Observateur Palga. Elles l'ont signifié hier à Adiaké, à 5 km d'Abidjan, à travers des tirs en l'air obligeant les écoles et les commerces à se fermer et les hommes à se terrer chez eux, précise ce journal. À quand la fin des émeutes du Garba s'interroge aujourd'hui au Faso. Pour ce journal, Adiaké offre une occasion ultime de tenir soit des états généraux des armées, soit tout autre rendez-vous susceptible de trouver des solutions satisfaisantes pour les mutins et honorables pour les autorités ivoiriennes. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous. Et rendez-vous ce soir à 20h.